Yeah! Tu sais déjà, le 20 septembre prochain, ça se passe Centre Horizon à Québec. Le plus gros show de lutte de l'année, sans restriction chrono 2, avec les plus grandes stars au Québec, mais encore plus, parce que oui, la plus grande vedette du circuit indépendant sera là, Matt Cardona, qui était la WWE, suivi par 1,8 million d'abonnés sur Instagram, va être live en direct à Québec pour vous. Achetez vos billets sur le point de vente et on va couronner notre premier champion sans restriction dans un match sans merci entre Zach Patterson et les champions du monde, Marco Estrada. Soyez là. Encore une fois, lepointdevente.com. Achetez vos billets sans restriction chrono 2. Vous ne voulez pas manquer ça, baby! Bienvenue au podcast de lutte en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi-même Marco. Et dans ce plaisir de la lutte au Québec, TJ Holiday. J'ai dit podcast de lutte 2 fois, mais faut le savoir, hein? C'est pas tout le monde qui sait que c'est un podcast de lutte. Non, il faut le préciser. Hein. C'est toujours important de bien informer le public avant de commencer quelque chose. Ouais, parce que, tu sais, évidemment, quand tu vois entre deux chaises de métal, puis tu vois qu'il y a 500 vidéos de lutte sur la chaîne, tu sais pas que c'est un podcast de lutte. Ben, peut-être un podcast des quincailleries, peut-être, ça se peut, ça aussi. Là. On devrait en partir, hein? On pourrait, pourquoi pas. Ouais. Je pense pas qu'on soit les deux gars les plus manuels en ville, là, mais. Ben, il n'y a aucun de nous autres qui appelle Manuel. Là. Asti, je savais que t'allais dire ça, c'était sûr! Hey, j'aurais. Tabarouette que j'aurais pu parier, c'est sûr. Ouais, mais là, après 25 ans de carrière, maintenant on se connaît. Là. Puis, pour ceux qui écoutent sur YouTube, tu as le thumbnail en arrière. Pourquoi moi j'ai Luger et tout le Sting, ça marche pas, cette affaire-là? Là? Ce qui est fatigant, j'en reviens pas. T'as fait exception pour toi aujourd'hui. Yes, parfait. Là, c'est correct. Tout décompté, on va garder là, ce sera pas le temps. Ouais. Mais aujourd'hui, évidemment, on retour dans l'histoire. On va analyser et puis commenter Super Brawl 2 de la WCW. Puis là, on remonte loin. Là. On remonte quoi, à 92? Oui, exactement. 192, au mois de février. Ouais. Ça, c'est intéressant. C'est des vieux lutteurs qu'on entend parler aujourd'hui qui font des apparitions, des conventions. AEW, il y en a eu une couple là-dedans, AEW, qui sont apparus. Puis on dit vieux lutteurs, mais c'est des lutteurs que le monde connaît. Là. C'est pas des lutteurs obscurs des années 80, 90, genre 80, 70. Là. Ouais, mais je regarde la carte, puis il y a une couple de lutteurs là-dedans que j'ai jamais vu lutter. Bref, à cette époque-là, on parle d'un jeune Marcus Bagwell, Ron Simmons, WCW, j'ai pas vu ça souvent. Z-Man, pas vu ça souvent. Bon, pas que je m'ennuyais de voir ça, mais. Tom Zink! Puis Larry Zbyszko aussi, que c'est la carte. Fait que ça, c'est intéressant de voir Larry Zbyszko. Ouais, il est bon en plus, Larry Zbyszko. C'est pas un mauvais lutteur, pas en tout. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé regarder ce show-là. Ben oui, c'était le fun. C'est vraiment le fun, pour vrai. C'est pas parfait, là, on va en parler. Là. Mais le vibe, les combats. Mais tu sais, il n'y a pas de mauvais combats. Je te dirais, les combats, c'est décent à bon. Il n'y a pas en bas de décent, je pense. Là. Ben, non. À part peut-être la performance de Kevin Nash, mais ça, c'est pour un autre. On va être poli, on va dire qu'il était très green à l'époque. Exact. Lui qui est en guerre avec Logan Paul, c'est en site. Là. Ben, honnêtement, j'écoute des. C'est rare, là, mais de temps en temps, je pogne un extrait de Kevin Nash sur son podcast, là, puis il a l'air, c'est pills, man. Tu sais, quand il parle, c'est genre. My time at WCW. Ouais, mais il a peut-être été de même, Kevin Nash. Oui, mais là, c'est de pire en pire. On dirait que. Il vieillit aussi. On dirait qu'il va mourir sur la chaise. Il fait pas de podcast, il n'est pas capable de parler. Je sais pas quoi dire, man. J'ai commencé à regarder le podcast, à écouter le podcast de Jeff Jarrett, par contre. Yes! Petite traite d'auto bientôt, on va en écouter un. Ouais, c'est vrai, on a un petit 3 heures à faire en fin de semaine. Puis peut-être l'autre d'après, on sait pas.
Il me donnerait bien gros, mais bon. Ah, come on, on va y aller. Bref. Ah ouais. OK! Fait que là, ben, évidemment, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, en audio ou en vidéo, allez voir à travers la table chaque jeudi 20h30 avec les invités. C'était notre spécial Femme fatale la semaine passée. Et la semaine prochaine, on ne peut pas vous dévoiler tout de suite les invités, mais ça risque d'être un podcast assez coloré. L'invité qui va être au podcast, juste la discuter, j'ai tout le temps un peu les. C'est toujours moi qui fais le booking pour le podcast en général, ben, la plupart du temps. Tu en as déjà fait aussi, là, mais Ouais. toujours moi qui fais le premier contact avec l'invité. Puis je ne raconterai pas tout de suite les dessous entre deux chaises, mais si la discussion est comme celle que j'ai eue en privé, ça risque d'être fort intéressant. Qu'est-ce que vous avez dit en messagerie, Colin? Je te dirai ça après le podcast. Ça, c'est chiant pour ceux qui écoutent en ce moment. Un petit Mais peu. par contre, il y a toujours quelque chose qui accompagne le podcast avant. Puis, bon, c'est rendu un moment préféré des auditeurs. Ouais, mais avant qu'on fasse ça, j'aimerais ça que tu parles du dernier podcast qu'on a eu puis qu'il y ait un peu plus d'amour pour ce podcast-là. Ah oui, ben oui, évidemment, le podcast sur l'historique des jeux vidéo WCW. S'il y a un podcast que vous devez écouter en audio ou je vous conseille encore plus en vidéo parce qu'il y a tellement d'extraits le fun à regarder sur YouTube, puis que pour une fois que les vidéos restent là. Ouais. Allez voir ça, notre podcast historique des jeux vidéo, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Puis je te dirais que je me suis promené un peu sur Internet? Pas Amazon, mais eBay? ouais. Ah! Fuck le doigt. Non, t'as pas pullé le trigger sur rien? C'est dans le panier. Ah, ça veut dire, OK, c'est bon. OK. Fait que, non, mais allez, pour vrai, c'est un de nos très, très, très bons podcasts, honnêtement. Ouais, pour vrai. C'est super intéressant, puis ça rejoint tout le monde, là, honnêtement. Ben oui, vous avez toujours au moins une fois à ces jeux-là, au moins minimum, là, si vous êtes fan de lutte. Là. Ouais, fait que. Oups, personne. Bon, ben, on va se. Wow! Fait que c'est ça. Elle est en bas la toute, hein? Elle est en bas la toute. Ouais, non, je me suis accroché en même temps. Parfait. Fait que c'est ça. Ouais, fait qu'on est prêt, évidemment, pour le segment qu'on fait avant les rétro-reviews de pay-per-view de lutte. Et j'ai nommé Dans la vraie vie! Oh! Il y a encore son. Ben, je l'ai pas mis, j'ai oublié, je l'ai pas mis. Le segment où j'ai fait deviner à Marco, parce que dans la culture populaire, alentour de l'événement qu'on a fait aujourd'hui, c'est Super Bowl numéro 2, évidemment, en 92. Ouais. Là-dessus, il y a genre peut-être une couple que tu n'auras peut-être pas, c'est sûr. Mais c'est l'affaire que tu connais, là. C'est sûr. OK. C'est juste que dans le temps, je vais mal me situer comme d'habitude, c'est ça? Je vais donner un bon indice pour au moins un de la gang. Là. J'ai juste un indice avant qu'on commence. Julie Mars chantait-tu en 92? Ben, c'est sûr que oui. Là. Ouais? OK. Ben, elle a commencé en 90, 91 peut-être, j'imagine. En fin de semaine, je me tape 2-3 tonnes de Julie Mars. Pas Julie Mars en tant que telle, mais 2-3 tonnes. T'as dit 2-3 tonnes de Julie Mars, tu vas rajouter que si c'est pas Julie Mars, tu vas te taper, on a compris. Là. Je te dis. Chanson numéro 1 en Amérique du Nord. Je vais te donner un indice. La personne qui fait la tune de la chanson, elle se prend pas pour un autre. Ben là, ouais. Je peux dire ça de la moitié des États-Unis. Ouais, mais la chanson, là, je parle pas de l'artiste. Là. Ah, ok. Ouais. Il se prend pas pour un autre, cette personne-là, dans cette chanson-là. Je sais que c'est un indice, mais j'essaie de... Puis c'est pas un groupe avec beaucoup de tunes à succès, mettons. Pas mal la seule qui c'est un groupe masculin. Bah, je dirais que je pense sont deux, je pense. Là. Ah ouais, c'est... Ah, c'était qui? Je te dirais que t'as plus assez de trouver le long de la chanson que l'artiste, là, parce que... On dirait que je le sais, mais... C'est un peu hip-hop, non? Non? Je sais pas, plus dance, je te dirais. Pour vrai, je sais pas. Non, je vais donner ma langue au chat, j'ai aucun nom qui me sort, qui me vient. C'est I'm Too Sexy, The Right Said Fred. Je sais c'est quoi, mais... Ah ouais.
I'm Ouais. too sexy for my Ouais. love. Ah, c'est ça, ouais. Dans le film Ok. de Lam Dancino, surtout. C'est bon ce film-là en plus. Chanson numéro 1 au Québec. Ça n'a aucune chance que tu l'ailles. Non? Non, parce que c'est pas un artiste que je connaissais avant de faire la recherche. Oh boy. Bon, ben, je vais dire Zibulon. Non? Mais là, en 92, Camtoué, là. Je sais pas. C'est qui? Non, c'est Je l'aime encore de Daniel DM. Daniel DM. Ouais. Genre, mettons que si j'ouvre mon téléphone, il est-tu dans mes DM? Ouais, je savais, t'as posé ça toi avec. Aussi, j'ai dit ça. Oui, je le savais. Calisse. Oh, là, par exemple, film numéro 1 au box-office. Ça, j'ai des chances, là. T'as des chances, c'est sûr. Si tu penses. Ben, je peux pas te donner un indice parce que tu vas le trouver, je te donne un indice. Ben non, peut-être pas. C'est un best. C'est un duo comique, là. Ah, ouais. Je peux pas dire, c'est pas Ding et Dong. Clash et l'idiot? Je suis vraiment déçu de toi. Ah, Et non! attends. C'était qui? Vas-y. Non, vas-y, trouve-en un autre, je te donne un autre chance. Vas-y. Ah, oui, c'est Wayne's World. Bonne réponse! Wayne's World, un des meilleurs films ever. Yes, c'est overrated. Don't At Me, c'est un des meilleurs films, un des meilleures comédies ever. Ben, c'est quand même ce film-là qui m'a fait découvrir la tune de Queen, par contre. Ouais, c'est vrai. Pour beaucoup de monde, ça doit sûrement Honnêtement, être ça, là, j'imagine, ouais. les plus jeunes. Ouais. Ben, tu sais, je te dirais ça, puis dans un tournoi de baseball, il y avait We Will Rock You, puis cette chanson qui était We Are the Champion qui était après, là. Ouais, mais tu sais, à ça... cette époque-là, 5-6 ans, je m'attardais pas à qui chantait ça. Ok, toi, tu parles d'avoir connu Queen, pas d'avoir la chanson dans Wayne's World, parce que dans Wayne's World, les autres tunes sont pas dedans. Là. Non, d'avoir connu Queen, puis ben, je veux dire, c'est ça. Ben non, mais la chanson Bohemian Rhapsody, c'est Wayne's World qui m'a fait découvrir cette chanson-là. Là. Ouais, un classique, comme le film. Ouais. Bon. Jeux vidéo sorti. Bah, arrête là. Jeux vidéo sorti alentour. Ça, tu l'auras jamais. Tu peux essayer un guess. Ouais, oh. okay. C'est Contra 3 des Alien Wars sur le NES. C'est un jeu de quoi? C'est un jeu de Contra, j'imagine? Non, un jeu d'Alien, de bataille d'Alien. Ok, parfait. Pas bien comique, ça, ta soeur. Dans le monde du sport, ça, je vais le dire, parce que c'est pas un affaire. Ben, c'est un affaire que tu pourrais peut-être deviner. Là. C'est quel sport? Ce hockey, c'est un exploit que quelqu'un a fait. C'est pas la game que Mario Lemieux a fait 6 points dans la game, 5 points? Non. Non. Laquelle, ça? Il en a fait plusieurs de fois cette fois-là. Je pense pas. 6 points, non? Ouais. Ben, quand même, il a quand même fait beaucoup de points dans NHL. Coup de chapeau en première période de Wayne Gretzky? Non, c'est les Bruins de Boston, Raymond Bourque, qui devient juste le 3e défenseur de l'histoire de la NHL à faire 1000 points en carrière avec un but 2 passes dans un match de 5-5 des Bruins contre les Capitals au Boston Garden. J'allais dire, ouais, en 92, mais tu sais, j'avoue qu'il a pris sa retraite dans quoi, 96-97. Ah oui, puis avec l'Avalanche, fait que c'est comme... Ouais. Exact. C'est sûrement le 3e à avoir fait ça de l'histoire. Puis les autres, ça devait être sûrement Bobby Orr, puis Gordie, pas Gordie Howe. Gordie Howe. Pas non, Gordie Howe, c'est un attaquant. Ouais, c'est ça. Pas Gordie Howe, c'est un attaquant. Mais en tout cas, il y en avait un autre, là. Peut-être Coffey, je pense, ça se peut. Coffey ou Phil Horsley, peut-être? Non, Horsley, il fait... Ben, il a pas fait... Ouais... Peut-être. Bon. Bref, fait que, tout ce qui reste, c'est sur le WCW Magazine du mois de septembre, de février 92. On a Missy Hyatt et PN News, le rapper. Fait que voilà. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est aujourd'hui dans l'histoire. C'est conclu dans la vraie vie. Merci d'avoir participé. Elle est un peu awkward, Missy Hyatt, dans le pay-per-view aussi. Hein? Ben, elle joue la blonde typique, là. Ouais, c'est ça. C'est awkward. Elle joue bien son rôle. Ouais. Fait que Super Bowl 2 est évidemment le 2e pay-per-view de ce nom. Il a lieu le 29 février 92 en direct du Mecca à Milwaukee, dans le Wisconsin. Le gars-là a une cote d'achat de 160 000 foyers qui ont acheté le pay-per-view à la télévision à la carte. Soit sur Viewer's Choice ou d'autres façons de le commander. Il n'y avait pas Indigo dans ce temps-là, malheureusement. Non. Ça aurait pu, c'est jamais. Ben oui. Et à l'époque, à la WCW, le commissaire de la place était un homme qui se dénommait Kip Allen Fry.
Il avait instauré des bonus aux lutteurs. Je pense que c'est des bonus de 100 000 aux lutteurs qui avaient les meilleurs matchs de la carte. Comme ça, pour forcer les lutteurs à faire des bons matchs puis avoir des meilleurs matchs pour que les fans viennent plus voir les shows après. Là. C'est quand même cool pareil. C'est quelque chose que Bill Watts, le contraste total, le gars qui va lui faire prendre sa place après. Là. Puis, Imagine-tu au Québec si on ferait ça? Ce serait malade. Chris, les matchs seraient bons en tabarnak. Une couple de monde qui step up leur game, d'après moi. Hein? Pas qu'ils sont pas bons. Là. Non, mais il y en a une couple que je pense qu'ils sont meilleurs que ce qu'ils donnent, en général. Oh, ça se peut. Tu peux dire ça pour bien des affaires aussi, là, mais c'était pas aussi le retour, peut-être pas ce show-là, mais dans les alentours de ce show-là, c'était pas le retour de Dusty comme Booker. Il était retourné au booking parce qu'il avait lâché le booking un temps, puis je pense que c'est dans ces mêmes environs-là qu'il est retourné au booking. Je sais pas. Ouais, sûrement parce que de l'OBF, je pense qu'il est parti en 91, à peu près. Ah, ok, ouais, make sense, ouais. Ouais, ça aurait du sens, mais pour l'instant, je pense que c'est encore. Je sais pas si c'est lui qui est là. Je pense que c'est Kevin Sullivan encore. Je me trompe pas, là. Okay. Et dans le dark match de la soirée, Big Josh a vaincu Diamond Dallas Page. La crasse. En 7 minutes 36. C'est le nom de Big Josh, je vous dis rien. Mais en fait, c'est ça. Ben, ça se peut, il y a ce beau nom, c'est qui c'est Big Josh. Mais c'est Matt Bourne qui faisait Doink the Clown en heel à WF en 93. Donc, c'est lui qui était le Big Josh en question. Puis, c'est un personnage de bûcheron, un lumberjack. Après son introduction du show, les lutteurs qui font leur tonne devant un green screen avec le gars du voice-over qui parle de la carte de ce soir. Puis ce que je trouvé drôle, c'est que quand ils font les présentations, ben là, on le voit dans moi, il vient de le faire en même temps que je l'ai dit, mais Rick Rude, quand il donne son bec à la caméra, il y a un petit bruit de. C'est malade. C'était cœur, hein? Ouais. Je trouvais que les présentations ressemblaient beaucoup. On parlait des jeux vidéo tantôt, ça ressemblait un peu aux promos dans les jeux vidéo de Thunder et de. Ouais, c'est pas tort. Après ça, on a les animateurs de la soirée qui sont Eric Bischoff et Tony Schiavone. Il parle des gros de la soirée, puis il envoie Missy Hyatt, qui sera l'intervieweuse backstage pour le show. Et après ça, Tony et Eric reviennent pour discuter du match entre Rose et Wyndham contre Zbyszko et Austin. Ouais. C'est talent, hein, dans ce match-là. Ouais, c'est hot en esti. C'est hot de voir. Moi, je trippe toujours voir Austin avec les cheveux blonds. Ouais. Puis, tu sais, les autres, comme tu te dis, les autres gars, c'est pas des gars que j'ai écoutés souvent à l'époque. Fait que c'est toujours excitant de voir comment talentueux ces gars-là étaient. Parce que souvent, on va voir des légendes, on fait comme son gars, ils montrent toujours les légendes, mais crime, ces gars-là, c'était du pur talent. Là. Ouais. Il y a vraiment du bon monde sur la carte d'asseoir. Pour vrai. Et Jim Ross est dans le ring et présente son nouveau collègue, Jesse The Body Ventura, qui arrive en Harley Davidson. J'ai enlevé 0.5 juste pour ça. Franchement, il est correct, Jesse Ventura. Arrête, là. Ah là là. Pas capable. Puis dans un moment qui est quand même ironique, Ventura, il demande à Jim Ross, il dit qu'il devrait porter un chapeau de cowboy, ça irait bien. On voit qu'il y avait l'œil, hein. C'était une joke, mais il y avait l'œil. Ben ça, c'est cool. Ça, c'est avant que Bischoff aussi soit dans le booking. C'est vraiment quand il avait été amené à WCW dans un autre rôle complètement que le booking, puis que petit à petit, il commençait à faire sa place dans les médias. Là, fait que... Il était seulement genre un TV talent, je pense, à l'époque, mais quand Bill Watts va se faire mettre dehors en 94-95, c'est lui qui va prendre sa place comme Big Boss. Et on commence avec un très gros match pour commencer le Super Bowl 2. Match numéro 1. Flying Brian Pillman contre Jushin Thunder Liger pour le championnat Light Heavyweight de la WCW. Et l'arbitre du match, Mike Atkins. Pas de suite. Pillman était champion des poids légers, mais avait perdu le titre la journée de Noël contre Liger. Et le rematch est ce soir. Les deux hommes s'échangent des prix avant d'essayer un saut chassé en même temps pour un stand-off indie. Là. Qu'est-ce qu'ils font souvent à cette heure? Là? Puis la foule applaudit. Là. Et la gueule, avec un saut de lune du coin, il fait un fake sur un dive avant d'y aller avec une planchette de surf. Soumission qui fait très mal en passant. Et Thunder Liger travaille la jambe de Fine Brian, incluant une prise en 4. Après ça, il revient avec un insécurité, un ciseau de tête à la volée. Et après ça, Liger réplique avec un somersault plancha en bas du ring.
Il se bloque des tentatives de souplesse back-à-back et Bryan fait une corde à linge en springboard de toute beauté à Liger. 3 cordes de Pillman du haut jusqu'en bas. Par contre, il manque un coup de manche double H et revole sur la barricade. Et après ça, Pillman veut faire un dropkick de type missile, mais Liger a la même idée et on a un double down. Il tente un coup de pied roué en même temps sans succès. Les deux, on voit qu'ils sont bien étudiés. Là. Ils font souvent les mêmes prises en même temps. Là. Ben oui. Après ça, échange de compte de deux avec un power slam, une souplesse germaine et avec un pont et un crossbody. Après ça, Thunder Liger avec un power bomb, encore une fois de toute beauté. Et après ça, Bryan en reverse un autre avec un DDT. Après ça, on a une collision dans le milieu de l'arène avec des coups de boule. Et c'est Pillman qui monte au top après, mais Liger le rejoint, il fait une superplex. Et après ça, Jushin va en finir avec un flying headbutt, mais il n'y a personne dans la piscine. Et Pillman remporte le match et la ceinture avec un pin en le retournant du ventre sur son dos, en barrant ses jambes et faisant un très beau pont pour le 1, le 2 et le 3. Ouais, excellent finish. Puis Ventura dans le combat qui dit que le masque de Liger ressemble à celui de Predator. Là. Il a voulu faire son comique. Là, mais... il dit deux fois, parce que c'est la première fois Ben que ouais. je ne réagis pas. Je comprends, c'est tellement mauvais comme commentaire. Mais... Bravo, Jim. Bon. Et après Vas-y. Non, vas-y. Après la décision, les fans font une standing ovation aux deux lutteurs, puis on a l'esprit sportif avec une accolade entre les deux. Solide premier match. Un slow start, très méthodique, spectaculaire, efficace. Pillman était quand même assez green encore à l'époque. Mais il était green, mais j'adore voir la version WCW de Brian Pillman. Là. Ah, il était cœur, pour vrai. Honnêtement, là, ce gars-là, s'il n'avait pas eu tous ces problèmes, c'est un diamant à polir. Parce qu'il y a du talent qui déborde par les oreilles. Là. C'est incroyable là, dans ce combat-là. Ouais, c'est vraiment bon. Puis c'est un combat spectaculaire pour commencer le show. Puis c'est un des meilleurs combats de Cruiserweight de l'histoire. Là. Je sais que c'est light heavyweight, là, techniquement. C'est pas Cruiserweight, mais c'est la même chose. Là. Ouais. Puis, pour ceux qui l'ont juste vu à WBF, c'est facile d'oublier que Pillman, c'est un Chris de bon lutteur high flying avec qui était en plus, il y a beaucoup de charisme, puis la foule l'aime beaucoup. Là. Fait que, en même temps, Liger aussi était écœurant. Là. Puis, allez voir ce match-là, pour vrai, je vous le conseille fortement. Tu parlais de light heavyweight et cruiserweight, mais ça, c'est le avant l'ère Rey Mysterio. Là. Fait que, tu sais, oui, tu avais Eddie Guerrero qui s'en venait après, une couple d'années avant. Fait que c'est très, très, très spectaculaire. Puis, moi, j'ai donné la note de 3.5 à ce combat-là. Excuse, 3 sur 5. Ouais, excuse, 3 sur 5. Bon, ben, je pense qu'on va différer de beaucoup de ce note-là. Parce que je donne à ce match-là 4,5 sur 5. Oh, pour vrai? Oui, c'était fucking bon, là. Faut pas oublier ta 92. Excuse, 3.5. Excuse, 3.5, pas 3 sur 5. Mais, ta 92, là. C'est pas comme si on était en 2002 puis on avait vu ces matchs-là 15 fois, là. Non, je sais. Mais 4.5 quand même, t'es allé fort. Puis, tu dis ça, mais j'ai vu beaucoup de sites qui donnent pratiquement 5 à ce match-là. Ah, ouais. À ce point-là, wow. OK. À l'époque, j'imagine, je sais pas. Ah, ouais, j'imagine que oui. Ouais. Et Pillman va rester champion des poids légers jusqu'au 20 juin 92 en perdant contre Scotty Flamingo à Beach Blast. Yes. Puis parlant de Beach Blast 92, on l'a fait ce show-là dans les archives du podcast. Donc, allez voir ça. Puis Liger va quitter la compagnie à la fin de l'année 92. Solide. Et après son intervention d'Eric et Tony, après son interview time avec Missy Elliott et le Taylor Made Man. Tu veux dire le $1 Million Man Terry Taylor, c'est ça? Tabarnak, c'est Ted DiBiase de Wish. Ben voyons donc, c'est exactement la même gimmick. Mais tu peux le montrer, l'image est là, tu peux le montrer, là, quand tu fais son entrée. Ouais, exactement. Voyons donc, c'est pareil. Ça peut pas être plus obvious que ça, là. Si, boire, pour vrai. Puis évidemment, c'est Terry Taylor qui est dans le Red Rooster, évidemment, dans le WF, une couple d'années avant, là. Puis, comme j'ai dit, quand on l'a montré sur YouTube, il porte vraiment un habit argenté comme Ted DiBiase, pratiquement pareil. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de signe de pièce là, puis son genre de mouchoir qui dépasse, parce que c'est la même crise d'affaires. Ce qui t'intéresse, c'est des signes de pièces. Ouais. Tu ne parles pas de même, toi. Je crisse mon camp. Non, c'est moi qui te mets dehors. Oh boy. Ouais, fait que Taylor est frustré que Marcus Alexander Bagwell qu'il prenne sous son aile comme protégé. Il finit simplement en disant qu'il était là pour apprendre à Bagwell comment gagner, mais à soir, il va montrer comment perdre.
Oh. Ouais, c'est pour vrai, c'est une bonne ligne pour finir sa promo. On a ça à faire de Ouais. bonne qu'il a fait dans cette promo-là, mais bon. Ouais. Et le prochain combat, un annonceur du ring gagnant d'un concours, le jeune Barry Abrams de l'Université de Syracuse. Est-ce qu'il est. Ouais, c'est Puis, ouais, c'est tellement. drôle, parce qu'ils montrent juste le haut au début. Puis, pas genre ben, pas genre un haut smoking normal, là, mais quand il pan out Ouais. l'écran de la caméra, il y a des shorts de basketball parce qu'évidemment, c'est basketball collégial de Syracuse, là, et les couleurs de ça, fait que c'est Mhm. comme weird. Là. C'est comme quand tu fais, mettons, un creator wrestler, puis tu oublies de faire le bas, puis tu oublies de faire le haut. Là. Ou t'étais pressé, puis tu t'es dit, on va le laisser de même. Là. Ouais, c'est ça. Ah, pas juste le faire, pas, on va regarder de même pareil, on trouve ça drôle. C'est la deuxième affaire la plus awkward après la performance de Kevin Nash. Ouais. Plus de détails plus tard là-dessus. Match numéro 2. Marcus Alexander Bagwell contre le Tailor-Made Man. Et l'arbitre du match, Nick Effin Patrick. Puis j'ai mis ça dans mes notes, là, mais Oui. Bagwell, je trouve pas qu'il ressemble à Matthew Perry. Non, pas Matthew Perry, Luke Perry. Luke Perry, le père de Jungle Boy. Bon, un peu. Je trouvais qu'il ressemblait. Ça fait drôle de le voir, genre pas de barbe avec les cheveux un peu crépés puis les pommettes rouges. Là. C'est drôle de le voir propre. Oh, tabarnak. Non, je blague. Et Taylor est une moitié de la meilleure équipe des États-Unis avec Greg the Hammer Valentine dans un team pas mal random, je trouve. Mhm. Puis il avait battu, Ouais. en parlant de team random, il avait battu Big Josh et Ron Simmons pour gagner les ceintures. Et Taylor tente d'amener Marcus au tapis, mais à chaque fois, Bagwell a le dessus. Et Taylor le lance sur la rampe, mais quand il veut le frapper, Bagwell lui fait 2 gouttes atomiques, une devant et l'autre derrière, et le rentre en dedans avec une corde à linge. Donc, on a une croix de corde de la 3 pour un 2 suivi d'un headlock qui amène Taylor au sol. Et éventuellement, le Made Man projette Bagwell en bas du ring. Ensuite de ça, il le lance dans la barricade de métal pour ensuite avoir l'avantage dans l'arène avec un gut wrench powerbomb et une avalanche dans le coin. Et après ça, il imite pas mal des BS avec son gear, mais il imite M. Perfect sur la prochaine manœuvre, le neck flip que M. Perfect faisait souvent là, quand le gars est assis. Là. Ouais. Qu'il le faisait bien aussi. Là. Ouais, je le faisais moi aussi, mais pas bien, là, mais je le faisais quand on luttait. J'ai rien dit. Ah, mais c'était vrai. Là. Ben, je le faisais bien Ouais. une fois sur 3, mettons. Là. Ouais, un manque de communication entre les deux après ça fait que Bagwell, tout d'un coup, surprend avec un O'Connor Roll pour le 3 et la victoire. Par contre, ça continue après la cloche et Taylor fait un coup d'avant-bras sur un DDT avant de quitter les lieux. Fait que, un match de base correct qui sert à donner une victoire à Bagwell contre un vétéran puis donner de l'expérience, mais sinon, Ouais, on n'avait pas le meilleur de Bagwell, quoique c'est quoi le meilleur de Bagwell, là, rendu là, mais ça a déjà été il est un déjà pop. aussi là-dedans. Là, Ouais, il est très, très, très jeune, puis tu lui ça donnes faisait un un an vétéran, qu'il puis luttait, je pense. hey, c'est fou, là. Ouais. C'est vraiment avant buff de stuff. Puis ce qui est vraiment cool aussi pour ça, c'est qu'il donne la victoire. Puis je trouve ça nice qu'après ça, le heal le frappe. Je trouve que ça fait très heal, puis très genre, le jeune m'a battu, je suis frustré de la vie. Puis, tu sais, c'était pas un grand match, mais je trouve que c'était efficace dans ce que ça devait donner. Hein. Mais c'est weird parce que quand on regarde le match, on dirait qu'ils sont surpris que le match soit fini, genre, on dirait. Parce qu'il fait le roll-up, après ça, il continue le match comme si de rien n'était, en l'autre qui fait le surpassement par-dessus, puis tout. Fait que, Ouais. je sais pas si c'était voulu ou, en tout cas, ça avait l'air, c'était bizarre. Puis tu voyais que oui, le heal domine tout le temps le combat habituellement, mais là, tu voyais que c'était vraiment Taylor qui dictait le match là, au complet. Là. Ouais. Suis-moi le kid. C'était fait pour ça, exactement. C'était exactement ça. Ouais. Et je donne à ce match-là 2 écarts sur 5. J'ai donné 2 sur 5. Ouais. Ouais, plus proche. Ouais. Et 2 temps avec Missy Hyatt et Harley Race. En fond, Hyatt est devant le locker room de Lex Luger et qui est un lutteur managé par Race, évidemment. Puis après ça, Harley arrive dans le portrait habillé comme un directeur d'école. Il ressemble un peu à Kane de même aussi, je trouve. Kane? Ben, un peu, avec les cheveux frisés, là, un peu quand Kane il est en dentiste. Là. Ouais. Il est moins laid, là, évidemment. Là, mais... OK. Ça joue un petit peu. OK. Harley dit que Luger est dans la meilleure forme de sa vie. Best shape of his life. Il va entrer dans l'arène comme champion, puis il va quitter l'arène en champion, puis demain soir, il va être encore le champion parce que c'est lui le champion. Puis là, je traduis qu'est-ce qu'il a dit, là, parce qu'il a dit ça de même. Là.
En gros, si on veut traduire la promo, c'est un paquet de mensonges. Il n'y a, Ben, a rien de ça qui était vrai. ah, mais là, c'est un heel, il est pas pour dire, gars, c'est un loser puis il va perdre. Hein. Ah, mais il est arrivé en shape faux. Il est arrivé comme champion, ça c'est vrai. Il va sortir comme champion, ça c'est faux aussi. Ben oui, c'est correct. Là, il a droit, Alex. Il a mérité ce pouvoir, ce privilège-là. Match numéro 3. Cactus Jack contre Ron Simmons. Et l'arbitre du match Wow! est Randy Anderson. What a fucking match-up! Ouais, c'est Honnêtement, bon. là, moi, dans mes notes, j'ai marqué match-up parfait de Cactus Jack puis un gros Ron Simmons qui est tough, qui frappe fort contre un gars qui peut mettre son corps en danger n'importe quand. Là. Pour vrai, j'ai adoré ce match-up-là. J'en aurais Ah pris ouais. plus dans ce combat-là. Il est bon, Ron Simmons aussi. Là. Ouais. Et on nous montre dans l'assistance le Junkyard Dog qui est là à Milwaukee ce soir. Et après ça, les deux gars brawl pour débuter la joute. Et Jack essaie son cactus closant, mais Simmons se tasse et Cactus a le cou pogné dans les câbles, pardon. Il s'en sort, mais Ron la rentre dans la barricade. Ensuite, il est de retour dans l'arène où Jack fait son DDT, les bras barrés pour un compte de 2. Et après ça, Simmons est couché au sol en bas du ring et Cactus saute de la 3 avec une descente du coude. Et bang bang, dit le petit garçon de Maman Foley. Et ensuite de ça, Simmons revient dans le combat avec un Spinebuster sur la rampe. Et la tête, en plus, quand tu vois le bump, la tête de Cactus rebondit en crise sur le. Ah, c'est malade. Là. On aurait dit un ballon de basket. Je trouve ça tellement étonnant que ce gars-là, aujourd'hui, se rappelle encore de ce qu'il a fait, puis qu'il se lève le matin et qu'il est capable de parler. Hein. Ce gars-là, ça n'a aucun sens qu'il n'ait pas plus magané que ça. Il est magané, oui, mais je veux dire, il pourrait être encore une coche au-dessus. Ben, il pourrait être légume dans une chaise roulante. Ah oui, facile. Facilement. Là. Ouais. Jack se reprend avec un bulldog dans le ring. Et après ça, il monte au top pour essayer un crossbody, mais Simmons l'attrape en power slam pour le compte de 3. Et Ron Simmons est le vainqueur. Mais ça ne se termine pas là. Parce qu'après le match, Cactus attaque Simmons après la décision, mais Abdul le Butcher arrive tout sourire. Il passe seulement avec Simmons, mais le frappe dans le dos avec un kendo. Et après ça, Jack. Oui, et après ça, Jack et le boucher. Jack le boucher, c'est pas une émission à Télétoon, ça? Jack le boucher, ben Télétoon n'existe plus, mais. Dans le temps, je veux dire. Là. Je connais Jack l'éventreur, mais je connais pas Jack le boucher. C'était pas. Ah, c'est. Non, une émission méchante, en tout cas. Peu importe. Ouais, puis il continue l'assaut sur Simmons quand JYD rentre dans le ring et, dans le fond, avancé, il frappe la sécurité. Après ça, il rentre dans le ring pour prêter main forte à Ron. Il chasse le duo de Butcher et Cactus. Et des chances de JYD sonnent dans l'aréna, toujours over ce Junkyard Dog. Fait que, comme je dirais, un combat très solide dans l'ensemble, quoique un peu court, là, malgré tout, mais pour vrai, qu'est-ce qu'on a eu? On n'a pas à rougir. Cool, puis ils nous ont donné un beau petit showcase en 6 minutes et demie à peu près, ça a duré. Ouais, fait que Foley a fait son Foley, puis Simmons a pu montrer sa puissance. Ouais. Fait que, mais j'aurais pris un bon vrai match. Là. J'aurais pris ça. Probablement qu'il y en a déjà eu entre ces deux-là, à part là, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, j'en aurais pris plus. Je ne sais pas si on a eu beaucoup de matchs à WF en genre Farouk et en Mankind, mettons. Là. Je pense que c'est plus des combats à plusieurs personnes, d'après moi, s'ils en ont eu. Peut-être. Peut-être plus en Doudla, peut-être, ça se peut. Ouais. Fait que je vais donner à ce match-là 3 sur 5. Ah ouais. OK. J'ai donné 2,5 sur 5. OK. Et malgré l'intervention de Junkyard Dog, il n'y a pas grand rivalité entre les 4 lutteurs impliqués ce soir à Super Brawl 2 qui va avoir par la suite. Et Simmons va gagner le championnat mondial au mois d'août contre Big Van Vader dans un house show à Baltimore, au Maryland, pour devenir le premier champion du monde à la WWE qui est africain-américain. C'est un très bel exploit que beaucoup de monde parle encore aujourd'hui même. Quand Swerve a gagné la belt, il en a parlé. Quand Big E a gagné la belt, il en avait parlé. Kofi aussi, même chose. Fait que... il a pavé le chemin pour les hommes noirs à remporter un championnat. Puis tu sais, Simmons, c'est un peu lui qui a tracé la route à Rocky Maivia aussi. Là. Non seulement en tant qu'homme noir, mais aussi comme membre, puis membre de la nation, puis il était son. Voyons, je vais le dire. Si je cherche protégé? Le mot tantôt. Son protégé, mais son. C'est pas le mot que je cherchais, mais protégé, ouais. On peut dire ça comme ça. OK. Puis, parce qu'évidemment, avant Ron Simmons, il y avait Big Cat Ernie Ladd, le gros chat. Puis Bobo Brazil. C'est pas mal les deux meilleurs, les deux gars les plus. Junkyard Dog aussi, je te dirais. Ouais, quand même. Ben oui. Ouais. Fait que, voilà.
Puis après une autre intervention de nos animateurs Eric et Tony, on est prêt pour le match numéro 4. Vinny Vegas et Richard Morton contre Van Hammer et le Z-Man. Ça, c'est un match que quand tu as tout pris le roster dans le WCW Revenge, ben tu prends ça. Et l'arbitre du match est Mike Atkins, encore une fois. Ouais. Et Richard Morton est une moitié du tag team de Rock'n'Roll Express, qui était heel à l'époque. Il a fait un heel turn contre son partner, je pense, l'année d'avant ou pas longtemps avant ça. Mm-hmm. Et, le Z-Man et Tom Zink, ancien partenaire de Rick Martel à WWF dans le Can-Am Connection. Et Vinny Vegas et bien sûr Kevin Nash, qui était un genre de mobster qui vient de Las Vegas, qui est basé sur le personnage de Steve Martin dans le film de 1990, My Blue Heaven. Puis disons que sa gimmick-là n'a pas super bien fonctionné, mais ça lui permet de se faire découvrir par une certaine personne que je vais parler tantôt. Ben, c'était déjà meilleur que la gimmick qu'il y avait avant de Zeus. Pas Zeus, de... Oz. Oz, ouais, c'est ça. Pourquoi Zeus? Oz, ouais, en voir. Voir qu'ils ont laissé sortir ça pour le ring, pour vrai, là. Ben, c'est parce qu'il y avait un tie-in avec il avait acheté le film, le Turner Broadcasting. C'est pour ça qu'il a fait un personnage de même. Ah oui, je veux bien, là, mais Colin. Okay. Ouais. Puis le combat devait être à la base Van Hammer et Johnny B. Bad contre Vegas et Mr. Hughes. Mais Bad avait un petit peu contractuel, puis Hughes était dans la maison de chien, fait qu'ils ont remplacé le Doghouse. Non, pas celle-là. Okay. Il était pas dans la niche. Et Hammer a étrangement la foule derrière lui. C'est drôle que tu en parles parce que ça soit ça, mais il tape dessus, puis le genre le We Will Rock You, puis le monde embarque avec ses malades. Qu'est-ce qu'il fait comme Joe Hendry? Hendry fait ça aujourd'hui? Ah, ça se peut. Ouais, mais Van Hammer faisait avant lui. Ouais, mais Hendry est meilleur que Van Hammer. Ouais. Puis il a été plus over en 6 mois que toute la carrière de Van Hammer au complet, mais c'est pas bien dur à battre. Là. Ah, il était over en ce show-là, pourtant. En tout cas. Ouais, le monde était sous. Ouais, peut-être. C'est peut-être ça aussi. Parlant d'Hammer, il est devant jusqu'à temps que Vinny lui fait mettre un pouce dans l'œil. Après ça, Vegas essaie un saut de mouton, mais ça finit en collision dégueulasse. Chris, ouais, man. Ouais. Et le relais se fait éventuellement des deux côtés, avec Zink qui sort Morton avec une line hors du ring et lui fait une croix de corps tout de suite après. Et après ça, on a Vegas et Hammer qui reviennent dans la mêlée et Vinny fait quelques prises à Hammer, dont un facebuster et une souplesse à clé d'intestin. Et après ça, après quelques temps de hit sur le Hammer, une autre collision permet à Zink et Morton de rembarquer officiellement dans le combat. Et après ça, comeback de Zink avec un surpassement sur Morton et un show chassé sur M. Vegas. Power Slam sur Morton et doigt dans l'œil sur le Z-Man. Sauf que Morton charge Zink dans le coin. Puis lui fait un coucher de soleil pour le 3 et la victoire pour lui et Van Hammer. Ouf. Ça, je serais passé de ce combat-là. On va dire, on va être poli, on va dire un combat honnête. Puis Kevin Nash était vraiment, vraiment green. Là, puis Van Hammer n'est pas bien mieux, là, mais ça aurait pas été pire. Dégueulasse, honnêtement. Là, tu sais, Kevin Nash n'a jamais été le meilleur, honnêtement. Là. Non, vraiment pas. Puis, si tu regardes ce combat-là, en Diesel, c'était quasiment Shawn Michaels. Là. Non, il était avec Shawn Michaels, c'est pas pareil. Ok, l'évolution, mais moi, non, j'ai détesté ce combat-là de A à Z. Okay. Bon, ben, c'est ça. T'as donné combien à ce match-là, toi? J'ai donné 1 et 1 quart. Ok. Je vais donner à ce match-là 2 sur 5. C'est soit que tu es vraiment généreux ou ben c'est moi qui. Peut-être un peu du A et un peu du B, je pense. Ouais, ça se peut. Pourtant, j'aimais ça le show. Ça paraît pas à date. Ouais, mais... ça paraît pas. Les autres matchs vont être forts en tabarnak parce que. pas tant. Voilà, quand même. On va parler tantôt. Zink va être avec la WCW jusqu'en mai 1994 sans rien faire de majeur, tandis qu'avant eux, il va rester avec la WCW jusqu'en mai 2000, imaginez-vous donc. Avec quelques pushs de fois de temps en temps qui n'ont rien donné de gros, évidemment. Richard Morton va rester pour être un jobber to the Stars jusqu'au 18 juillet, parce qu'il va faire sa dernière apparition télé une défaite contre Barry Windham. Et après ça, ouais, vas-y donc. Barry Windham, là, on en parle des fois de temps en temps, mais ça, c'est l'ongle de Bray Wyatt, ça. Je sais pas, c'est ça pour elle? Je pense que oui. Bon, on va te croire. On va te donner raison cette fois-là.
OK. Vinny Vegas a formé un groupe avec Diamond Dallas Page, Scotty Flamingo, qui est évidemment Raven, et le Diamond Stud, qui est Scott Hall. Fait que c'est quand même cool, pareil. Ben, Scott Hall puis DD Pat de WCW en équipe, c'était vraiment cool, là, comme première gig, si on veut. Hein. Ouais, c'est évidemment son protégé, là, Scott Hall, ce qui est quand même cool. Puis, évidemment, pour Kevin Nash, il va quitter le WWE au mois de juin en 93, l'année suivante. Puis là, comme j'ai dit tantôt, quand j'en ai mentionné que ce personnage-là qui est pas... En même temps, j'avais pas le personnage parce qu'il est charismatique et il est drôle, fait que c'est correct. Là. Mais quelqu'un qui a été un très grand fan de son personnage, c'est Shawn Michaels, qui un il était à l'hôtel un moment donné, puis il regardait le CW à la TV, puis il avait remarqué Kevin Nash, il le trouvait fucking drôle, puis qu'il dit « Ah, Chris, il a l'air funny, j'aimerais ça me tenir avec. » Puis il avait demandé à Rick Steiner le numéro de Kevin Nash pour y parler. Puis je pense que Kevin Nash avait dit comme quoi qu'il avait dit à WWE qu'il était pour prendre sa retraite, qu'il retournait bouncer. Puis pas longtemps après ça, il s'est avec WWF. Là, c'est comme pour se débarrasser du contrat. Puis tout, là. Mais en même temps, c'est correct. Là, c'est pas comme si. Non. Mais ce qui est fucké là-dedans, c'est que non seulement il va devenir Diesel, il va gagner la ceinture du monde avant Shawn Michaels. Ouais. Puis il va avoir quand même. Je veux pas, c'est grâce à Shawn que Kevin Nash a une carrière aujourd'hui. Puis Shawn, t'as juste quelqu'un de ça. Qui? Je sais pas, devine. Ben de même, non? Triple H? Non. Ça aurait pas été le petit lapdog de Shawn Michaels, il n'aurait pas duré aussi longtemps, je m'excuse. Non. Triple H n'a pas besoin de personne pour réussir dans la vie. Là. Honnêtement, Triple H il a un plus grand cerveau que toute la clique ensemble, mis ensemble. Il est si boire, ok, ouais. Sure. Puis, parce que c'est le seul qui ne buvait pas aussi. Là. Mais peut-être ça. sinon, Shawn est allé chercher non seulement des autres, puis sa femme aussi. Fait que deux bonnes prises à WCW pour Shawn. C'est pas comme si c'est la même affaire les deux. Là. Bon, c'est correct. Ouais, un peu quand même. Un peu. Eric et Tony nous parlent ensuite du prochain match entre Larry Zbyszko et Stunning Steve Austin contre Barry Windham et Dustin Rose. Et Halloween avec 91 dans le parking. Arn Anderson et Larry Zbyszko ont fait une porte de char sur la main de Windham. Et suite à ça, Zbyszko a pris le son du Cruncher pour se moquer de tout ça. Puis tu l'as l'image là, sur. En tout cas, je pense que je l'ai mis. T'as-tu l'image? Ouais. C'est le bout qui mettent la main dans le. Si tu avances ça, je l'ai peut-être pas mis peut-être. Non, tu l'as pas mis. Y a-tu une image où ce que c'est dehors là? Tu peux. Non. Non, je n'en vois pas. Je vois pas d'image dehors. J'ai-tu pas mis. Ça? C'est quoi cette face-là? Non, c'est pas ça. Je l'avais pourtant, je l'ai pas mis. Non, tu l'as pas mis. Je m'en trouvais tantôt, là, peu importe. Là. En tout cas, c'est ça. Puis il a mis la main dans la porte, fait qu'il est parti, puis ils l'ont blessé. Fait qu'évidemment, c'est le match revanche de Windham qui revient de tout ça. Ouais. Donc, match numéro 5, le Cruncher, Larry Zbyszko et Stunning Steve Austin avec Medusa contre Barry Windham et le naturel Dustin Rhodes. Et l'arbitre du match, Nick Effin Patrick. Son nouveau nom à ce temps, je lui ai donné ça. Okay. Tout le temps Effin avant de dire Patrick. Sinon, c'est ce qui va t'arriver. Wow! Les 4 hommes commencent à se battre et ça prend pas de temps que Windham demande à affronter Larry 1 contre 1. Et pour de la bonne psychologie, ils vont pour la main de Zbyszko, pour évidemment œil pour œil, dent pour dent, main pour main. Et Barry attrape Larry dans une gut wrench suplex et essaye de faire un marteau pilon, mais Austin lui rend avec une belle clothesline. Et après ça, Larry et Steve rentrent Barry dans la barricade de métal et la place sur la même barricade paquet premier avant de le ramener dans l'arène. Il coupe la ring en deux en prenant l'over sur Windham avec entre autres un brise-nuque et une souplesse arrière. Et Windham finit par faire le relais à Rhodes qui fait maison nette. Ça dégénère en mini batteur royal et Austin fait un tourbillonné de Dawson avec une lariat. Un peu le Rikishi Bump. Après ça, Rhodes et Zbyszko s'échangent des coups jusqu'à temps que Medusa gifle Rhodes. Alors, on a une grosse hit sur le naturel avec Rhodes qui renverse la vapeur avec un stun gun sur Austin et tag son partenaire. Et Windham essaie une superplex sur Zbyszko, mais Larry le pousse. Sauf que Rhodes pousse Larry à son tour. Ce qui permet à Windham de faire une lariat, la troisième corde, pour le compte de 3. Et la victoire pour la revanche de Windham. Le gagnant du combat, Dustin Rhodes. Et l'ongle de Bray Wyatt, Barry Windham.
Ouais, quand même un long combat, là, 18 minutes 23, mais en même temps, c'est un tag match. Fait que ça fait. Mais c'était solide, là, pour vrai, comme tag team match. Là, tu voyais que c'était des gars assez habitués, des vétérans du ring. Pourquoi tu ris? Je ris parce que mon impression du combat, c'est un combat très solide avec beaucoup de bons moments, un peu trop long par contre. Ah, pour vrai? Pas les Tabarnak. affaires que tu as dit, mais en d'autres mots. En Pas d'autres différentes. mots. Ouais. Mais ouais, j'aurais peut-être coupé un 5-6 minutes. 3-4. Ouais, Ouais. pas plus que ça? Non, 3-4. 15 minutes, ça aurait été en masse. OK, parfait. En tout cas. Puis le finish était cool aussi. Là. Un bon Ouais. finish. Bien aimé ça. Fait que non, un très bon match. J'ai hâte de voir la note que tu vas lui donner. Ah, je donne à ce match-là 3,15 sur 5. Tabarnak. J'ai donné 3 sur 5. Parfait, on est proche. Ouais. Et Wyndham Mercer va être en rivalité après ça au printemps en changeant la statut de télévision. Et Zbyszko va faire perdre le War Games à l'Alliance Dangereuse par accident à Wrestle War en mai. Alors, après, ils vont sortir du groupe après ça. Puis il va filer avec le groupe par la suite. Tandis que Rose va continuer à faire équipe avec Wyndham et d'être dans le milieu de la carte en solo. 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 Et Tony Eric, encore une fois. Et Bischoff porte un jacket d'une université du Michigan, mais nous assure qu'il est impartial pour le prochain match entre Anderson et Eaton contre les Steiner Brothers. Ah, ben oui, c'est ça. Hein? Évidemment, les Steiner Brothers qui vont être le sujet de notre biographie la semaine prochaine au podcast. C'est la semaine prochaine, ça? Oui. Ah, ben tabarnak. Tu savais, arrête de faire le niaiseux. Là. On en a parlé pendant une demi-heure l'autre jour. Ça n'empêche pas de les vanter quand même, dit Eric avec son manteau, c'est un peu louche. Là. Même animé à la casquette, je pense aussi. Là. Et, sauf que Tony offre le bon point en disant qu'ils n'ont jamais affronté la combinaison de Arn Anderson et Bobby Eaton. Donc, c'est rien de garanti encore. Après ça, on a mis Sayed qui est devant le vestiaire de Ricky Steamboat. Puis il veut une entrevue avec le Ninja, qui est devant la porte de Steamboat. Puis le Ninja ouvre la porte et ouvre le Dragon fait un genre de rituel avec des chandelles. Puis le Ninja dit ça sera pas. Ouais, puis il dit ça sera pas tout de suite. Puis là, après ça, Missy s'en va, mais Medusa passe à côté. Il va flirter avec le Ninja pour qu'elle puisse parler à Ricky. Et le Ninja lui ordonne de partir, mais Medusa le gifle. Il la pourchasse dans le corridor pendant qu'elle crie. Puis là, remets la photo de ça. Ouais. Missy Hyatt ou Medusa? Moi, je trouvais facile. Là. Ben, c'est de côté de même, c'est pas Ouais, évident. peut-être pas nécessairement cette photo-là, là, mais je veux dire en général, mettons à l'époque, en 92, je te dirais ta préférée des deux serait qui? Je pense que c'est Medusa. Ouais, moi aussi. Okay, mais très jolie, là, Miss Hyatt, là, à l'époque, là, ouais, elle fait très Baywatch, je trouve. Ouais, c'était comme genre la Sony de WCW, je te dirais. Là. Puis, ouais, puis après ça, Tony, nous envoie ensuite au match numéro 6, Arn Anderson et Beautiful Bobby Eaton avec Paulie Dangerously contre les Steiner Brothers pour le championnat par équipe de la WCW. Et l'arbitre du match, Randy Anderson. Wow! Ouais, pour vrai, mais des bons lutteurs dans ce match-là en tabarnak. Puis, fait 2 combats back-à-back en équipe qui sont vraiment plein de talent dedans. J'ai failli venir. Eaton et Anderson ont gagné les straps dans un combat 2-3 contre Rhodes et Steamboat le 16 janvier dans un house show à Jacksonville, en Floride. Puis j'ai dit tantôt accompagné par Paulie Dangerously, mais c'est de très très courte durée parce que pendant les introductions de l'annonceur Gary Michael Capetta a annoncé qu'il était banni du ringside. Puis évidemment, il n'était pas content de ça, mais s'est fait calmer par Medusa qui vient prendre sa place aux abords du ring. Et tu vas décrire le match, puis tu vas nous dire le finish tantôt, mais je te confirme que c'est le retour du booking de Dusty Rose dans ce show-là. Qui a checké, c'est parfait. Donc, avec le résultat de la fin du match, ça va pouvoir faire un petit lien aussi. Ouais, mais je savais que c'était un Dusty finish qu'il appelle. Ouais, mais, c'est ça. Exact. Et après ça, on a Scott et Bobby qui commencent le combat et Steiner le garage d'un bord comme de l'autre, sans misère, vraiment. Puis il tourne avec un brise-nuque, mais ça va attraper en sautant de la 3 quand Steiner le pogne, il lui fait une souplesse ventre-à-ventre où il le lance par-dessus sa tête. Après ça, les Steiner ont continué l'avantage qu'attend que Eaton tourne un acte à 3 sur Rick Steiner en goutte atomique. Et après ça, les 4 se battent dans le ring quand les frères font des souplesses en stéréo en même temps aux deux, à leurs opposants les deux. Arn Anderson et Bobby reprennent le contrôle avec un DDT et une descente du genou de Eaton sur Scott.
Et après ça, Steiner s'en sort en renversant Anderson dans le genou de Bobby et tag son partenaire qui s'en donne à cœur joie avec des Steiner Lines. Et dans un move écœurant, les changements font un doomsday de Vice à Rick, mais Steiner renverse ça en plein mid-air en power slam sur Eaton. Un move qui c'est malade. C'est bon, Chris. Il est moins beau celui-là que. Ils ont fait ce spot-là contre les Edge Shrinkers à WrestleMania 93, WrestleMania 9. C'était beaucoup plus beau l'exécution, mais juste le fait qu'il l'ait essayé et que ça a donné de quoi de potable, c'est tout un essai d'exploit puis c'est crissement beau. Je me trompe-tu ou Breaker l'a fait, ce spot-là dans le three-way? C'est très possible. Je serais pas surpris. J'ai l'impression qu'il a fait un move du genre dans un three-way. Il n'y avait pas un three-way récemment avec Sami Zayn puis. C'est pas Bronson Reed l'autre? Ouais, je pense qu'ils l'ont fait, si je me trompe pas. Sûrement, il y a des fortes chances. Je pense que oui. Ouais, je serais vraiment pas surpris. Et ouais, après ça, un bulldog à 3 sur Anderson. Et après ça, Arn, par contre, il y a eu de la poudre que Medusa lui a donné, puis il lance un d'indice de Rick qui est aveuglé. Puis étant aveuglé, ben, il fait une souplesse à l'arbitre. Mais un autre arrive juste à temps pour faire le compte de 3 après un Frankensteiner. Dès le match aux frères Steiner et les ceintures par équipe en plus. Est-ce qu'il est beau le finish, hein? Ouais, tellement. Là. Le Frankensteiner, c'est tellement beau, là. Wow! Ouais, sauf que malheureusement, pour les Steiner Brothers et les fans de la WCW, à l'époque, Nick Effin Patrick vient annoncer que les Steiner ont été disqualifiés pour avoir attaqué l'arbitre. Yes, comme je disais tantôt, un fameux Dusty Finish. J'ai quasiment. C'était beaucoup chaotique, ce combat-là. Il y avait beaucoup d'action. Ouais. C'était dur à suivre par moment. J'ai tout aimé sauf le finish, mais en même temps, je trouve ça quand même cool. C'est juste que il y a beaucoup de monde que le Dusty Finish ne sont pas fans de ça. Ouais. Mais je trouve quand même que ça fait de la bonne heat, étant donné en plus que les Steiners, c'était tellement une équipe populaire. Fait que non, ça donne de la bonne heat, puis les Steiners, wow. Chaque fois que je regarde lutter, je suis en amour. Ouais, c'est sûr. Puis une clique de match par équipe, là, pour vrai, puis c'est juste là pour le finish, là, c'est dommage, mais quand même, je comprends la note pourquoi, là. C'est pas comme si elle avait eu 3 finishes par DQ avant ça ou quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est pas comme si, genre, mettons, WrestleMania ou un gros pay-per-view, là. Super Bowl, c'est quand même gros, mais c'est pas, genre, un des top 5. C'est pas le top 2, mettons, là. C'est pas le main event non plus. Fait que ça, c'est important. C'est pas comme si le main event finissait de même. Là. Ouais, c'est ça. Ils ont envoyé le monde heureux à la maison. Exact. Je vais donner à ce match-là 3 3/4 sur 5. Écoute, j'ai donné exactement la même note que celui d'avant. J'aurais pu donner peut-être un quart de plus. Non, l'autre match avant? Ouais, t'as raison. J'ai donné 3 celui-là, puis 3 et un quart l'autre. Fait que, à cause du finish. Fait que, c'est ça. Ouais, le petit quart de différence, c'est là que ça s'est passé. OK. Moi, je pense que ça, mon quart de différence, sinon ça aurait été un 4, je pense. Ça aurait été un vrai finish. Là. Ouais. Après, on a un commercial sur le prochain pay-per-view qui est Wrestle War, comme j'ai parlé tantôt. Le mois suivant, à Jacksonville, en Floride. Puis le main event de la soirée va être un match War Games avec l'équipe le Dangerous Alliance contre le Sting Squadron. Puis pour les fans de War Games d'aujourd'hui à WWE, allez voir ce War Games-là parce que c'est un des meilleurs qu'il y a jamais eu. Fait que, que oui, mesdames, messieurs, allez voir ça. Ouais. Et après ça, on a JR Ventura qui remonte une reprise du finish du dernier combat. Et après ça, on a Missy encore devant le vestiaire de Steamboat. Et quand il sort, lui et son ninja s'en vont au ring. Et après ça, on a Tony et Eric qui parle du match. Il nous dit que Dangerously sera aussi banni du ringside dans ce combat-là. Et Bischoff choisit Steamboat, mais Tony, lui, prend Ravishing Recruit. Donc, match numéro 7. Ravishing Recruit contre Ricky the Dragon Steamboat, informé par le Ninja. Pour le championnat des États-Unis de la WCW, à la bête du match, Mike Atkins. Pas parent avec Cam Atkins. Non, Atkinson. Le joueur des Blue Jackets. Atkinson. C'est Atkinson, ouais. Oui, c'est jamais. Peut-être une génération a enlevé le son à la fin du nom, je sais pas. Exact. Et Rick Rude est le champion US le 19 novembre 91 en défaisant Sting, nul autre que Sting. Puis Steamboat vient tout juste de perdre les ceintures par équipe avec, comme je disais tantôt. Puis étant donné que Sting est dans la chasse pour le titre mondial, ben Steamboat a pris sa place contre le ravissant Richard Rude quand l'Alliance a attaqué Ricky après un match par équipe au plus dernier Clash of the Champions.
Après ça, quelque chose de vraiment hot, là. Rick Rude fait son micro habituel, mais la foule est vraiment, vraiment forte, là. Ça prend 3 fois avant qu'il finisse sa promo, c'est écœurant. Ouais, puis pour ceux bon, tout le monde le savait que Rick Rude était bon, talentueux, charismatique, mais Beau. détesté. Il était vraiment détesté. C'est un excellent heel, un vrai de vrai heel, comme ça en fait peu aujourd'hui, là. Ouais, c'est Et le genre. c'est drôle parce que ce combat-là, dans mes notes, j'ai marqué un mettons un combat moderne entre ces deux-là aujourd'hui, j'ai marqué MJF contre Mike Bailey. Pas exactement pareil, là, Ouais. mais c'est ça. Euh, Ben, à cette heure, de toute façon, il y a plus de spots, là, c'est sûr, là, mais ouais. c'est ça. Ouais, ok. Ouais, ok. Je comprends Steamboat Bailey, puis Steamboat Bailey, mais l'autre, je comprends où tu veux en emmener avec le heel ouais, contre ouais. heel, là. Ouais. Mmh. Bref, le dragon ouvre ça avec les bras à la volée légendaires que celui peut faire comme ça. Et ça attaque au bras de Ravishing Rick. euh, Ça dure quelques temps et tout d'un coup, Rude tente une croix de corps sur Ricky, mais les deux sont comme pognés dans les câbles. Là. Ça avait pas l'air Jojo. Puis ils vont en bas par la suite et Rude lance Steamboat dans la rail et le ramène dans le ring avec une souplex. Et après ça, Rude fait une clothesline au dragon, mais prend bien soin de vendre son bras ensuite au travail de Steamboat, qui est parfait. Il est encore plus parfait que ça, c'est quand il veut faire évidemment son ton, tout ce qui se fait aller le bassin. Là. Ben, son bras qui a mal, il tient de côté, puis tu vois qu'il grimace de douleur. Fait que vraiment, vraiment Ouais. nice comme c'est le job de Rick Rude là-dessus. Et après ça, Rude s'en prend au cou de Ricky avec un brise-nuque et un marteau pilon. Et après ça, Steamboat Rebecca avec une prise en 4, mais le ravissant Rude va au câble pour le bris. Et après ça, les deux lutteurs s'échangent des prises. Ça même, et Rude fait un brise-mâchoire. Il va ensuite sur la troisième corde, mais Steamboat le fait tomber sur le coussin. Il lui fait une très belle superplex. Oui. Il continue l'assaut avec sa chop en sautant du top. Il veut le faire une autre fois, mais le ninja attaque Ricky avec un téléphone cellulaire pareil comme Polly Dangerous. Et l'arbitre était distrait et Rude couvre Steamboat pour le 1, le 2 et le 3. Toujours champion des États-Unis, Monsieur Rick Rude. Ah, l'important, c'est que tu gagnes, pas comment que tu gagnes. L'important, c'est de sortir avec la victoire. Rick Rude avait un plan, il l'a exécuté à la perfection. L'important, c'est de participer. Jouer prudemment. C'est un match très méthodique. Je te dirais, ce qui m'a beaucoup marqué de ce combat-là, le mot qui décrirait le combat pour moi, c'est psychologie. Oh ouais. Grosse psychologie dans ce combat-là, évidemment. Rick Rude, très très bon heel. Steamboat, ben, un des meilleurs faces de l'histoire, là, honnêtement. Fait que c'était pas le combat le plus excitant, mais c'est un très bon combat de lutte pour les amateurs de lutte pure. Je dirais ça de même. Pur et dur. Pur et dur, mon cher. Ouais. C'est encore un autre très bon match pour le show. Là. Le finish est correct, là, même si Steamboat a l'air vraiment un crise d'épée parce qu'il n'y a jamais un ninja qui l'accompagne. Puis là, d'un coup, il y a un ninja. Puis, en tout cas, il a l'air cave un peu, mais c'est correct. Puis, si vous voulez voir leur meilleur match un contre l'autre, allez voir, on a parlé de Beach Blast qu'on a fait en 92, mais allez voir ce match-là. C'est un Iron Man match d'une demi-heure qui est excellente, les lutteurs. Fait que je vous suggère ce match-là avant celui-là. Mais sans rien enlever au combat qu'on vient de voir et qui était quand même excellent, je vais donner à ce match-là 3 et 3 quarts sur 5. Moi, j'ai donné 3 et 1 quart sur 5. Parfait. Et comme j'ai dit, leur tour va se terminer à Beach Blast 92 quand Steamboat va gagner la ceinture. Et après ça, on a Tony et Eric qui discutent de tout ça. Et après ça, Bishop dit que Paulie est comme un serpent, mais Tony dit qu'on n'est pas encore sûr à 100% que c'était lui. Après ça, ils vont à Missy Hyatt devant la porte de Rick Rude. Il dit quand elle rouvre la porte, on voit la Dangerous Alliance avec Paulie Dangerous avec le saut de Ninja qui se cache la face. Puis Missy a une très bonne réaction de l'actrice de théâtre. Poche, vraiment pas bonne. Alors, tu vois, là-dessus, tu peux te poser ta question tantôt. Je pense que je vais prendre Missy, finalement. Oh, franchement. Et, ouais. Puis c'est vraiment pas on a vraiment une réaction poche. Là. Hey, c'est Paulie Dangerous, il portait un habit de ninja. Hey, Steve Austin avec les cheveux longs, il ressemble à. Il est écœurant. Il ressemble à l'acteur, là. Je pense que je l'ai déjà dit, là, mais. Pourquoi j'ai juste winné? Voyons. J'ai envie de le dire. Je vais pas le dire. Spit it out, là, à un moment donné, c'est long. Là. Celui qui jouait dans Les Blancs ne savent pas sauter. Woody Harrelson?
Exact. Woody Harrelson, c'est ça. Ok, ouais, peut-être. Ça se peut. En tout cas, cette photo-là me fait beaucoup, beaucoup rire. C'est bien, oui. Ouais. Oh boy. Euh, Et Ross et Ventura, après ça, projette sur le main event qui est next. Alors, en long ring pour le match numéro 8. Lex Luger, le Total Package, avec Harley Race contre Sting pour le championnat mondial de la WCW. Et l'arbitre du match, Nick Effin Patrick. Je sais, on va en reparler tantôt parce que ça a fait couler beaucoup d'encre sur ce que Lex Luger va faire après le pay-per-view, sa condition physique, là. Mais je vais me confier ici, là. Lex Luger en heel à WCW dans ces années-là, là, je l'aime. Ouais, il est bon. Puis avec son manager, avec Harley Race, là, je trouve que ça fit. Ça fit, là. Honnêtement, si j'avais été là, dans ces années-là, à regarder la lutte, j'aurais root pour Luger. Honnêtement, j'aime Luger en heel. Puis tu sais, je t'en souviens, à un moment donné, j'avais écouté un match Luger contre Flair. Ouais. Ce fameux match. Regardé, là, ouais. Ouais. Fait que c'était quoi, 1 heure, je pense, à peu près, le match? Pas loin, ouais. Fait que non, c'est rare, je vais dire ça, mais ouais, je l'aime, moi, Luger, comme ça. Ben ouais, il est excellent, Lex Luger. Il est très bon. Je trouve que c'est un heel, Lex Luger. Je pense que s'il avait été heel plus longtemps, ouais, je pense que c'est plus un heel qu'un face. Ouais, il n'y a pas grand monde qui vont dire qu'il l'aimait mieux en face qu'en heel. Là. Ouais. En tout cas, je pense, là, objectivement. Là, peut-être qu'il y a du monde qui l'aime plus face parce qu'il l'aime face, mais objectivement, tu vas le trouver meilleur en heel. Ouais. C'est le même, après comme Rick Rude, la même affaire, je te dirais. Là. Ouais, c'est vrai que Rick Rude en face, ça fait pas bien. Ben, c'est quasiment jamais arrivé aussi. Là. Ouais, il y a ça. Ouais. Il y a ça. Puis le dernier combat de Luger était presque 2 mois avant au Japon contre Masahiro Chono. Fait que Luger avait fait ses dates mandatées dans son contrat, puis il restait chez eux assis sur son steak. Il va partir après ce soir, mais ça, on en parlait tantôt dans l'après-combat, évidemment, comme tu as dit tantôt. Fait qu'après ça, un long face-à-face en milieu du ring avec les deux où ce qui se parle. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils se disent. Là. Je sais pas si c'est semi qui est faible ou c'est genre, il dit tu t'en vas de site, là, tu t'en vas. En tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'ils disent, mais je serais curieux de savoir c'est quoi. Est-ce qu'il était proche à cette époque-là? Parce qu'on sait que Luger puis Sting, ça a toujours été des grands chums. Là. Oui, il a toujours été des grands chums, Sting et Luger. Là. OK, parfait. Ah oui, ils ont ouvert un gym ensemble là, qui connaît à Atlanta. Là. OK. Atlanta, ben, je sais pas si c'est Atlanta, mais je sais qu'il y avait un gym ensemble là, qui connaît les possible. deux. Ouais. Et Luger manque une line et Sting avec un Stinger Splash sur lui, mais Luger réplique avec une lariat. Après ça, Power Slam, il décoche déjà le temps du Torturac. Et le Stinger s'en déprend et fait une souplesse germaine au champion du monde. Et après un DDT de Sting, Luger sort se regrouper en bas du ring avec son manager Harley Race. Et de retour dans l'arène, Sting tente son Scorpion Deathlock, mais Luger se rend aux cordes. Et doigt dans les yeux sur Sting et la heat commence. Press Slam, celui de marteau pilon, un peu sloppy, mais quand même effectif pour un compte de 2. Après ça, Sting monte un comeback, mais il manque une charge de revol hors du ring. Pendant que Patrick était avec Luger. Harley Race a fait un marteau pilon sur Sting pendant que, évidemment, l'arbitre est distrait. Et Sting backdrop Race et grimpe sur la 3 pour une croix de corde, la troisième corde, évidemment, pour le compte de 3. Et Sting est le nouveau champion de la WCW. Il vient de battre Lex Luger. Et Sting célèbre sa victoire de son titre. Et Jim et Jesse nous souhaitent la bonne soirée. C'est suivi du générique et ça finit Super Bowl 2. Ben, écoute, je pense qu'avec les circonstances que tu vas probablement parler dans les prochaines secondes, c'était dû que ça revienne à Sting, que Sting redevienne au top, qu'il devienne au top de la WCW, qu'il soit champion. Je pense que s'il y avait un gars à mettre la belle dessus après que Luger s'en aille, c'était bien lui. Un match, peut-être pas leur meilleur match, mais je veux dire, un match qui a attiré l'attention, la foule était dedans. Ils n'ont pas eu besoin de faire grand-chose pour que la foule embarque, honnêtement. Le match était déjà vendu d'avance, mais pas une grosse performance de Luger, mettons, in-ring shape, mais son personnage, moi, je l'aimais. Puis, c'était peut-être un vrai trou de cul, mais en même temps, ça fonctionnait pour le match. Là. Ouais. Puis c'est pas un très bon main event, là, pour vrai. Ça paraît quand Luger n'est pas motivé. Puis Sting, il a beau être bon, Sting, mais c'est pas un miracle worker non plus. Là. Il a ses moments comme tout le monde. Là.
Ouais. Mais sinon, un peu faible comme main event. Ça aurait été, mettons, le match avant, où ça aurait moins dérangé peut-être. Là. Mais comme main event d'un gros show, j'ai déjà vu mieux. Je vais donner à ce match-là 2,25 sur 5. Exactement la même note que toi. Ouais. Fait que, c'est pas mauvais là, à la base, de 2,25 sur 5, là, mais ça reste pour un main event, ça tant mieux. Ouais, puis t'as quand même Sting puis Luger que tu Ouais. fais comme oh, pareil, c'est un gros marquee match là, quand tu regardes ça, Ben oui. c'est vraiment le fun à vendre. Tu mets ça sur un poster puis t'as le goût d'acheter un ticket. Là. Ouais, tu mets ça sur le marquee, ça Ouais. attire des culs d'un siège, comme Tony Schiavone dirait. Exact. Et Sting va rester champion jusqu'au mois de juillet au Great American Bash en perdant la ceinture contre Big Van Vader. Et pour Luger, lui, il va quitter la WCW après le show pour ensuite joindre la WBF de Vince McMahon, l'affaire de bodybuilding là, que tout le monde connaît, qui n'a pas très bien marché malheureusement pour Vince. Et éventuellement, en force, puis le pire là-dedans, c'est que après ce match-là, sa carrière était finie. Il ne voulait plus lutter. Là. Il voulait faire la WBF, puis c'est tout. Puis c'est de la le bodybuilding. Puis il ne voulait pas lutter. Là. C'était fini. Fifi et Nini pour lui après ce soir-là. Puis même c'est drôle parce que dans le show, souvent Jesse Ventura fait des commentaires là, sur. Il dit Luger, il dit pas Lex Luger, mais il dit tu fais pas d'argent dans le bodybuilding, là, c'est ici qu'il faut que tu fasses l'argent là, à WCW. Là. C'est comme des commentaires semi de même. Là. Même Jura en faisait une couple aussi sur la shape de Luger. Là. En tout cas. Ouais. Puis c'est comme j'ai dit, après ce soir-là, il voulait arrêter de lutter. Mais il y a eu son accident de motocyclette qu'il y a eu pendant qu'il était à la WBF. Puis entre sa réhabilitation puis qu'il soit correct, la compagnie de bodybuilding a fermé. Fait qu'évidemment, Vince, qui connaît la WF, il a demandé veux-tu lutter à la place, t'en racheter sous contrôle, c'est bien te faire lutter. Fait qu'il a dit OK, c'est bon. Fait qu'en 93, évidemment, il a commencé au Royal Rumble dans le unveiling du Narcissus avec Bobby Heenan qui fait un travail magistral. Ouais. Et il va rester à WF jusqu'au 95, quand il va partir après ça, au début des Monday Night War, c'est vraiment le gros segment. Mais à fond, au début, le premier show de Nitro, là, il était là, il a fait évidemment l'arrivée dans le match de Sting contre Ric Flair au Mall of America à Minnesota. Puis, fait qu'il va quitter la WF en 95. Puis, ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'évidemment, à cause de ce qu'on a vu ce soir à Super Bowl 2, le fait que Luger ne voulait pas vraiment. Il s'en collait ça, puis il voulait s'en crisser son camp. Bischoff ne l'a jamais vraiment aimé à cause de ça. Puis, en 95, il a fallu que Sting, c'est Sting qui a parlé à Bischoff. Il a dit ramène des dons, là, il veut revenir ici, là, puis il pourrait faire un bon morceau. Puis, il pourrait être bon pour nous autres. Puis Bischoff voulait rien savoir de lui. Je veux rien savoir. Fait que Bischoff, il avait offert genre le corps de ce que Luger voulait pour le tester. Puis il a dit OK, je vais le prendre, c'est bon. Fait que, il y a eu Luger à rabais. Puis évidemment, non seulement Luger, on a beau dire ce qu'on veut, mais ça a été quand même un morceau important de WCW par la suite. Là. Mais il avait changé aussi après. Il s'était ressaisi un peu avant de retomber dans la drogue, évidemment. Puis on sait ce qui est arrivé après à Miss Elizabeth, mais on ne rentrera pas là-dedans. Puis pour ceux qui se demandaient, mettons, tu sais, Luger à WWF, c'était quoi son moment fort de sa carrière à WWF? Évidemment, c'est sa rivalité contre Tatanka. Tout le monde le sait. Il pensait de pas dire des ballons encore. Les ballons, mais c'est plus sa rivalité. Puis c'est drôle, hein, parce que je pense à la rivalité contre Tatanka. Puis, mettons, dans un fantasy booking, j'aurais aimé ça voir Luger avec Ted DiBiase en heel avec un Sting face à WWF contre Luger heel. Ça aurait été cool, ça. Ouais. Sting WWF face contre Luger avec Ted DiBiase en heel, ça aurait été parfait. Ouais, peut-être bon. Ouais. En fond, c'est pratiquement ce qu'on a vu, ce qu'on a là avec Harley Race à la place de DiBiase. C'est juste que plateforme WWF, ça aurait été différent de la façon que ça aurait été présenté, je pense. Ouais. Fait que bien sûr, comme je viens de te dire, c'est Sting qui avait convaincu Bischoff de re-signer Luger, puis le reste, comme qu'ils disent, c'est de l'histoire. Ouais. Fait que voilà, Super Bowl 2 est terminé. Avant de terminer le podcast, on va vous dire vraiment le match of the night, puis le pire match, puis la note aussi du show. Fait que je vais te laisser commencer pour match of the night. Je suis un peu tiraillé dans le match of the night parce que j'ai pas donné moi j'aurais pu donner 2, mais je vais y aller avec même si j'aurais pu donner plus, je pense. Justin Liger contre Brian Pillman, c'est mon match of the night. Justin Thunder Liger, c'est correct, je te pardonne. J'ai dit Justin Liger. Ouais, Justin Thunder Liger, c'est Jushin Thunder Liger. C'est correct.
Ça peut pas être pire que Goldberg. Puis je vais donner le match of the night au même combat, évidemment. Puis je pense que le match of the night, ça va être sûrement le même. Là. Ça va être le combat par équipe avec Vinny Vegas, Morton, Hammer et Zink. Yes. Puis pour la note du show, je vais donner à Super Brawl 2 la note de 8.5 sur 10. Alors, tu vois, moi, j'y ai donné 8 sur 10. Fait que. C'est bien correct, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était une note très, très respectable pour ce show-là, qui est un des meilleurs shows de la WCW ever. Là. Même dans le top 10, je te dirais, je suis pas mal convaincu. Ouais. Fait que voilà, c'est conclu Super Brawl 2 qui est dans le rétroviseur. Fait qu'il nous reste 2 gros podcasts pour le mois de septembre, pour le WCW Month. Un gros mois de septembre. Ouais, on n'a pas fini, comme j'ai dit, il en reste encore 2 gros. Et la biographie du mois de septembre pour WCW Month est la suivante. Et oui, évidemment, on en a parlé au début du podcast, les Steiner Brothers, la carrière de Scott et Rick Steiner en équipe et leur rivalité 1 contre 1. Donc, on va vraiment se concentrer sur ce qu'ils ont fait en équipe et non ce qu'ils ont fait séparément dans leur carrière respective. Donc, les Steiner Brothers, bien hâte de vous présenter mon tag team préféré. Après, je dirais mon deuxième tag team préféré, mettons, j'ai Legion of Doom puis Steiner Brothers après. Ouais. Et pour terminer le mois, on fait un autre rétro review cette fois-ci. On va en 96. Oh oui, le premier pay-per-view après, évidemment, le fameux heel turn de Hulk Hogan qui a joué à la NWO. On vous présente Hog Wild 1996, le CW. Bien hâte j'ai pas encore écouté le show, mais bien hâte d'écouter le show pour vous parler de ça. Fait que là, on va un peu dans le niché. Là. Je pense pas qu'il y a grand monde qui parle de ça en général, surtout au Québec. Là. Mais Hog Wild 96. Fait qu'on aime ça, nous autres, aller dans toutes les directions. Fait qu'on va y aller avec ça pour le rétro review pour la fin du mois de septembre. Ouais. Comme j'ai dit la dernière fois, j'ai commencé, puis je suis encore rendu au même match que je t'ai dit la dernière fois, fait que j'ai pas avancé. Là. Ça t'a pas donné le goût d'avancer, quoi? Non, ben, je vais l'écouter sûrement en fin de semaine. Puis, ça, le match que je suis rendu, c'est Benoit contre Malenko. Puis, Benoit est accompagné de Woman puis Miss Elizabeth dans son entrée. Puis, tabarnak, Elizabeth là, dans ce show-là. Là. Pouf! Ouais, hein? Là, tabarnak. Tu vois que tu l'as pas vu? Tu n'as pas vu aucun match encore? Aucun. Ah, tu vas capoter, mec, t'avoir arrivé. Parfait. J'écoute ça la semaine prochaine, mon cher. C'est bon. Ce soir, très, très joli ce soir-là, surtout. J'en doute. Bref, ouais, fait que c'est ce qui conclut Super Brawl 2 pour de vrai, pour de bon. Fait que merci Marco. Merci TG. Ça fait plaisir. Donc, évidemment, un mot de la fin avant de nous quitter. T'es-tu correct? Oui, je suis correct. Merci de me le demander. Mais non, très, très content, évidemment, d'aller voir WCW Super Bowl 2. Allez voir les vieux shows. Amusez-vous à regarder de la vieille lutte. Là. Puis, il y a de la bonne lutte aussi. Là, ça fait du bien de voir autre chose. Puis, soyez nostalgiques. Allez voir nos podcasts aussi sur les jeux vidéo rétro. Allez voir ça. Amusez-vous. Partagez. Likez, commentez, aimez-nous, aimez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Il en manque pas gros, il nous manque. Peut-être qu'on va l'avoir dépassé d'ici ce temps-là, mais techniquement, on n'est pas loin de 500. On va peut-être en avoir perdu 2-3 aussi, on sait jamais. Là. Alors ça dans les mais là, encore. C'est les trends, qu'est-ce que je te dis? C'est de même, ça marche. C'est ça. Ouais. Pas parce qu'Alfredo t'a dit ça dans le chat que tu es obligé non, de répéter. C'est vrai, c'est notre trend qu'on a depuis un bout dans nos chiffres. Voilà. L'important, c'est de participer. C'est moi qui ai dit ça tantôt, copieur. Okay. Ouais, fait que merci d'avoir été là pour le podcast sur Retro Review sur Super Brawl 2. Et on vous souhaite la bonne soirée, la bonne journée, peu importe quand vous avez écouté le podcast. Mais n'oubliez pas surtout, d'ici là, allez, bah!